Voilà, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce deuxième plateau du Café littéraire. Et nous sommes contents parce que là, c'est le premier plateau, le premier plateau avec des auteurs québécois. Vous savez qu'on met cette année au Festival Étonnant Voyageur le Québec à l'honneur. Moi, j'ai intitulé Le Québec au cœur parce que j'ai le Québec au cœur. Et donc, voilà, c'est un grand bonheur pour nous de vous retrouver. Je représente, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mon ami Pascal Jourdana, qui travaille avec moi depuis plus de 20 ans. Moi, ça fait quand même 34 ans maintenant que je fais ce café littéraire. 35, tu sais plus. Je ne sais plus, 34 ou 35, voilà. Et toi, tu m'accompagnes depuis pas mal d'années aussi. Depuis 2001. Oui, bah oui. Donc c'est un plaisir de se retrouver parce qu'on est très complices. Et sur ce plateau, nous avons avec nous Mireille Gagné, nous avons avec nous Hélène Dorion, Catherine Leroux et puis Michel Jean. Et on va commencer. Tu veux que je commence vraiment ? Non, pas forcément. Ah bah vas-y. C'est comme tu veux. On va commencer avec Hélène. Hélène Dorion. Voilà. Parce qu'il y a cœur dans le titre d'un de ces deux livres qu'on va présenter. Alors un tout petit mot d'introduction. Hélène, vous êtes née au Québec. Vous avez publié plus de 35 ouvrages. Je n'ai pas raconté, mais bon. Poésie, romans, récits, essais, albums jeunesse. Vous êtes publié dans une quinzaine de pays. Vous avez eu plein de distinctions, en particulier le prix Athanas David, le prix du gouverneur général du Canada, qui est un grand prix. Et vous êtes aujourd'hui considéré comme l'une des voix majeures de la poésie francophone. On en parlait tout à l'heure avec Dany Laferrière. Le recueil de poèmes Mes forêts, publié aux éditions Bruno Doucet, a vu une consécration qui est un peu étonnante pour nous, mais qui est très importante, qui est que vous avez intégré avec ce livre le programme du baccalauréat français comme première femme vivante. Vous êtes vivante, oui, hein. Oui, Elle est vivante, je précise. Voilà, je ça. confirme. D'ailleurs, il faudrait le dire d'abord, vivante, femme, québécoise. Voilà, je ne sais pas dans quel ordre. Oui, ça c'est le bon ordre. Et on va parler de ces deux ouvrages qui paraissent en même temps. Cœur comme livre d'amour, cœur au pluriel comme livre d'amour, livre au pluriel aussi aux éditions Bruno Doucet. Et pas même le bruit d'un fleuve. Qui est une réédition en poche, mais dont on n'a peut-être pas vu l'édition en grand format, en tout cas on ne vous avait pas accueilli ici pour ça, qui était sortie aux éditions Le Mot et le Reste, qui est un éditeur de Marseille. Est-ce qu'on... Le Chauvin, oui. Il est de Marseille. Quand même. Et initialement aux éditions Alto au Québec. Et Alto au Québec, Alto, puisqu'il y a d'abord les éditions Alto, et ça c'est le cas pour plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'on commence à rentrer dans le livre tout de suite ou on présente... On va présenter tout le monde comme ça, si tu veux. Oui, bien sûr. Alors Mireille, à côté, Mireille Gagné est liée à l'île aux grues. Elle vit à Québec, romancière, nouvelliste et poète. Depuis 2010, elle a publié des livres de poésie, des nouvelles et le roman Le Lièvre d'Amérique, paru en 2020, présenté comme une fable néo-libérale et qui a été salué par les médias au Québec, mais aussi en France, où il a fait partie de la sélection de nombreux médias. Et Mireille était aussi, ainsi qu'Hélène, avec nous pour voir les élèves, les lycéens hier qu'on a accueillis. Je ne sais pas combien ils étaient dans cette salle, c'était absolument énorme. Et ils avaient travaillé sur Le Lièvre d'Amérique. Mais là, aujourd'hui, on va parler de l'autre livre qui s'intitule Frappe à bord. Catherine Leroux. On fait ça Bonjour. Vous êtes né à Rosemère, c'est à environ 30 km au nord-ouest de Montréal. J'ai été regarder sur la carte. Vous avez bien fait vos recherches. Oui. Et vous vivez aujourd'hui à Montréal, justement. Vous avez fait pas mal de choses, paraît-il. Alors, je ne vais pas énumérer, mais ça fait très auteur, autrice nord-américaine. C'est-à-dire vous avez fait tous les métiers avant d'être autrice. C'est vrai. En vous avez vendu du chocolat. Voilà, ça c'est important. Oui. Le plus important. Pour moi, c'est le plus important. Enseignant, bibliothécaire aussi. Vous vous lancez dans le journalisme, puis dans l'écriture de romans, de traduction littéraire, de scénarios.
Et on vous connaît en France pour plusieurs livres déjà sortis, mais on n'a pas tous les livres, puisqu'il y en a certains qui ont été publiés aux éditions Alto, mais qui n'ont pas encore été publiés en France, qui ne sont pas forcément diffusés tels quels, les éditions Alto, sauf peut-être le dernier, celui-ci, en tout cas ici en avant-première, à Étonnant Voyageur. Oui, on l'a. Grâce à la Librairie du Québec. Voilà, Librairie du Québec qui diffuse ces livres. Donc ça s'appelle Peuple de Verre. C'est le dernier. On va en parler, mais on va aussi parler de peut-être l'avenir, pour le citer, qui a été réédité en France aux éditions de l'Asphalte, y compris en poche. Et puis Madame Victoria, ça c'est celui qui est sorti très récemment aussi aux éditions Asphalte. En tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Qui viennent de sortir? Non, pas qui viennent de sortir. Au total. Mais j'en ai 3 pas là. De super pouvoir. C'est pas mal. Je ne suis pas un lièvre d'Amérique. Donc on parlera là de Madame Victoria et de Peuple de Verre. Voilà. Et puis, à côté de toi, il y a Michel Jean. Michel Jean est journaliste. Il travaille aussi pour une télévision québécoise. Il est Innu, d'origine Innu, de la communauté des Mashtoyash. Avec l'accent, c'est encore plus beau. Mashtoyash. Parfait. Voilà, il a écrit de la sociologie, de l'histoire, donc radio et télévision pour la carrière professionnelle, courriériste parlementaire à l'Assemblée législative à un moment, de la Saskatchewan. Oui, c'est dans les prairies canadiennes. Voilà. Reporter pendant plusieurs années, vous avez écrit aussi un livre pour Envoyé spécial pour décrire ce métier. Puis vous allez vous tourner vers la fiction et le récit, comme celui intitulé Coucoum, ça veut dire grand-mère, que vous avez écrit pour raconter l'histoire de votre arrière-grand-mère, en fait. Voilà, bien exactement. Ça. On en parlera aussi quand même un petit peu. Et puis, votre actualité à vous, c'est ce livre-ci qui est sorti aux éditions du Seuil dans la collection Voix autochtones et qui s'intitule, alors je reprends ma feuille parce que je l'ai mis en phonétique, je ne sais pas si je vais réussir à le... Vous pouvez le dire, parce que c'est dur quand même à prononcer. Alors, Joe Jai Gay. C'est excellent, puis je vous félicite parce que même au Québec, les animateurs en général, ils disent « Je vais vous laisser le prononcer. Vous, moins, vous avez le courage de vous lancer. » Joe Jai Gay, en fait, c'est en Innu, ça veut dire Montréal. C'est en Mohawk, en fait. C'est la langue Mohawk, qui est la nation qui habite dans... Il y a 3 communautés Mohawk tout près de la région de Montréal, dans le sud du Québec, et ça veut dire Montréal. Et c'est ainsi que les Autochtones appellent Montréal en général. D'accord, on y reviendra tout à l'heure. Donc, on enchaîne. On va revenir au cœur. Au cœur de tout, peut-être, avec Hélène Dorion, Cœur comme livre d'amour. Alors, c'est un recueil de poèmes, de poésie, qui s'interroge justement sur... s'interroger. Quand on parle d'un livre de poésie, c'est évidemment pas un livre de philosophie. Donc, je ne sais pas si s'interroger, c'est le bon mot, mais en tout cas, qui fait le tour du cœur. Et qui se demande pourquoi le cœur, finalement, à votre manière de poète, est devenu le symbole, en tout cas dans nos cultures occidentales, on va dire ça rapidement, l'endroit du sentiment amoureux. Oui, en fait, moi, je ne sépare pas poésie, philosophie, réflexion, émotion, narration. Pour moi, écrire un livre, c'est faire entrer tout ce qui existe. Donc, à la fois... le centre, et je pense que le cœur, c'est vraiment l'organe central, je le dis, mais c'est aussi le centre de la vie, le cœur battant. Et quand on veut aller vers le centre, on voit tout ce qui, dans le monde actuel, peut-être est plus turbulent, où il y a tant de failles, de manques. Qu'est-ce qui peut relier? C'est le cœur, c'est-à-dire cette émotion, cet état d'être au monde que moi, je pense appeler l'amour, qui est donc non seulement le sentiment amoureux, parce qu'en fait, on peut penser qu'est-ce que les poètes ont tant exploité comme thématique, sinon l'amour. C'est peut-être le thème le plus ancien, peut-être même le plus banal, mais je pense que pour un écrivain, revisiter des thèmes qui ont été déjà explorés et le ramener dans une époque actuelle, dans un contexte et aussi dans une singularité qui est la mienne, dans une langue qui est la mienne, dans une écriture poétique. Donc, pour en même temps
ouvrir à partir de ce centre qu'est le cœur et qu'est l'amour, toutes ces possibilités. Donc, pour moi, il ne s'agissait pas du tout d'écrire un livre d'amour. D'ailleurs, le cœur comme, donc déjà, on ouvre tous les champs du possible à partir de ce centre qui est le cœur. Et quel est le cœur de l'être? Quel est le cœur de nos vies? À partir de quoi se relie-t-on à nous-mêmes? Se relie-t-on aux autres, à l'autre et aussi au monde dans lequel on vit. Donc, retourner au centre, c'est en même temps aller dans tout ce qui peut sembler éloigné de nous. Et quand on dit questionner, pour moi, l'écriture, c'est uniquement un lieu de questionnement. J'ai effectivement une fondation philosophique que j'ai apportée avec moi dans l'écriture et je pense qu'aucun de mes livres ne contient une seule réponse. J'ai l'impression que l'écriture tourne autour des sujets, des thématiques qui sont les nôtres pour revisiter aussi certaines questions. Donc, cœur comme livre, parce qu'il y a aussi, bien sûr, l'amour du vivant, mais il y a aussi l'amour de la littérature. Donc, les livres font partie de ce champ de liens. Ça nous relie également. Donc, c'est un peu les thématiques que j'ai voulu explorer et tout ce que j'ai voulu questionner surtout. Comment re-questionner aujourd'hui l'état d'amour en dehors de, disons, du sentiment amoureux, parce que ça comprend le lien à soi, mais bien sûr l'amitié, je l'ai dit, tout lien au vivant. Donc, c'est beaucoup plus ouvert en termes de, disons, de lien au monde que simplement le rapport amoureux. Vous en parlez très bien, c'est magnifique. Effectivement, c'est très ouvert parce que déjà, le livre physiquement est très aéré. On a vraiment une respiration, c'est-à-dire on a un battement dans ce livre qui fait qu'on passe, il y a une circulation, on passe d'une page à l'autre avec beaucoup de respiration, beaucoup de temps, d'espace. Et j'ai l'impression, moi, que c'est quelque chose qui rythme, comme le cœur, aussi votre travail d'écriture. Et vous cernez ça, vous tournez autour en questionnant les mots, au fond, les acceptions possibles du mot de cœur. Quand est-ce qu'on utilise cœur? Pourquoi? Dans quel contexte? Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça ouvre à chaque fois? Oui, le travail de l'écriture est un travail aussi métaphorique, mais vous parliez d'espace. Moi, je le vois aussi comme du souffle. Il y a des poèmes effectivement plus courts, mais par la suite, dans les dernières sections, les poèmes sont plus longs. Pour moi, ce livre est aussi un livre qui questionne la transformation, notre capacité de transformation. Quel lieu est le plus propice à transformer ce que nous sommes, à, j'allais dire, faire de nous des êtres meilleurs? Moi, c'est en tout cas une des raisons pour lesquelles j'écris, c'est d'apprendre de l'écriture et que l'écriture me permette de traverser et de devenir un être meilleur, comme je le demande à tout ce qui est ma vie, donc dans l'écriture aussi. Donc, pour moi, c'est un livre de transformation qui questionne notre capacité d'être constamment en mouvement, donc de ne pas se figer. Donc, il y a un rapport à la nature qui est très présent là aussi. On le verra avec mon roman, pas même le bruit d'un fleuve, sûrement le fleuve. Mais là, il y a beaucoup de saisons. On traverse les saisons et d'une saison à l'autre, il y a cette capacité qu'a l'amour de transformer ce que l'on est. Donc, on entre dans l'hiver, dans le printemps, dans l'été, le lien à cette nature bon, très forte. On est presque au Québec ici, là, avec nous quatre. Et on sait que le rapport aux saisons est extrêmement important, que chaque saison est très forte et a une singularité particulière. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, elle est symboliquement aussi très présente en termes de transformation, de métamorphose intérieure. Ben, vous avez évoqué le roman, pas même le bruit d'un fleuve, où il y a là aussi des transformations. Vous avez évoqué la question de la nature, ça se passe au bord du fleuve, le Saint-Laurent, mais en fait, c'est l'endroit où le fleuve est peut-être déjà la mer, d'où cette question du bruit. C'est plus le bruit du fleuve, c'est pas encore le bruit de la mer, peut-être. Et avec des chapitres qui sont extraits de titres de livres. On a parlé des auteurs. Il y a quelques auteurs qui sont cités. Il y a Virginia Woolf, par exemple, dans Cœur comme livre d'amour, mais d'autres. Et là, les chapitres sont des titres de livres. Et il y en a un
de Dante. Maintenant, tu sais où et quand ces amours furent créés. Donc ça fait le lien pour moi. Et comment. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman, qui est un roman poétique aussi, hein, qui est fait vous avez dit tout à l'heure, hein, vous naviguez, vous ne faites pas la différence. Non, voilà, pour moi, un livre, c'est un lieu d'interrogation à partir d'une histoire, à partir de l'émotion, à partir de la réflexion aussi. Alors, j'écris dans ces différents genres, essais, poésie, romans. Bien sûr, l'écriture a sa propre spécificité, mais d'avoir la présence, ce n'est pas une écriture poétique pour moi dans le roman, c'est vraiment une écriture narrative, mais la poésie, comme vous le dites, est très présente, effectivement, comme l'art. Il y a un personnage qui est peintre, des personnages qui écrivent, la narratrice est écrivaine, sa mère écrit aussi, il y a Antoine, un autre personnage qui est lecteur, parce que pour moi, entre les lecteurs, lectrices, ceux qui fréquentent les galeries d'art, les musées, ceux qui vont au concert, donc la pratique artistique, pour moi, je ne fais pas la différence entre être lecteur, lectrice ou écrire, à part bien sûr que nous, on les écrit. Mais ce que je veux dire, c'est que mettre l'art dans sa vie, c'est tout autant la pratiquer. Et justement, là, on découvre des vies par l'écriture, par une pratique, finalement, une manière de vivre artistiquement, en quelque sorte. On ne découvre pas une vie comme ça de manière... je dirais, banal, mais vraiment par le biais, en quelque sorte, le truchement de l'écriture et de ce qui a été transformé par cette écriture. Oui, tout à fait. Alors, la narratrice, Anna, au décès de sa mère, retrouve justement des carnets que sa mère écrivait, retrouve dans une boîte des papiers, et elle va un peu en quête d'elle-même à partir de ce qu'elle ignore de sa mère. Bon, souvent, nos parents, ce sont des êtres qu'on réduit à un seul rôle. Ils sont notre mère, notre père, et leur vie en dehors de ce rôle-là, on s'y intéresse parfois plus ou moins. L'écriture de ce roman prend sa source dans un fait réel. Ma mère a vraiment perdu, alors qu'elle était jeune, un fiancé qui était en voilier. Son voilier sur le fleuve Saint-Laurent a été percuté par un pétrolier. Mais ma mère étant décédée, je ne pouvais pas aller chercher ce qu'il y avait. Et cette espèce de fantôme de ce fiancé qui a en fait survolé toute l'histoire de ma famille. Mais au décès de ma mère, c'est comme si j'avais eu envie de me pencher sur elle, sur sa souffrance, parce que là, tout à coup, je pouvais lui redonner toute sa vie de femme. Nos parents, en dehors de nos parents, sont des êtres qui ont aimé, qui ont souffert, qui ont eu des joies qu'on ne connaît pas toujours. Et donc, à travers Anna, à travers la fiction, donc, moi, je suis allée un peu à la quête de cette femme, Simone, qui n'est pas tout à fait ma mère, mais aussi. Et ce naufrage individuel, parce que parfois il y a des naufrages qui ne débouchent pas sur la résilience. On parle beaucoup de résilience en ce moment, mais il y a des résiliences qui sont impossibles. Et comment vit-on avec des résiliences impossibles? Bien, l'art peut répondre à ça, la littérature peut répondre à ça. C'est un très beau livre. Vous parlez de naufrage, il y en a plusieurs. Hélas, dans ce livre, on circule aussi entre les époques et on voit qu'une vie ne commence pas au moment de la naissance, mais a commencé déjà bien Exactement. avant. C'est ça aussi aller chercher qu'est-ce qui, dans les générations qui nous précèdent, qu'est-ce qu'on porte de souffrance des générations qui nous précèdent, mais même pas seulement dans l'arbre généalogique, mais aussi dans les catastrophes même historiques. Donc moi, j'évoque l'histoire du naufrage de l'Empress of Ireland qui a eu lieu en mai 1914, catastrophe qui a été évidemment effacée par le déclenchement de la Première Guerre, dont on a peu parlé. Mais donc, par exemple, en ce moment, les guerres, les catastrophes naturelles créent des ondes. Et ces ondes-là vont toucher combien de générations et de quelle manière? Eh bien, on l'ignore, mais on est aussi tributaire de ces catastrophes sur un plan beaucoup plus large historiquement. Alors, vous savez, je le rappelle, chaque année, le Café littéraire, c'est l'endroit où l'on parle du dernier livre paru pour vous donner envie ensuite de continuer la rencontre plus intimement en lisant le livre. Voilà. Après avoir entendu l'auteur en parler, je crois que c'est bien réussi. Là, ça donne très envie déjà. Voilà. Et on va enchaîner avec le livre de Mireille Gagné, Frappe à bord. Alors, Mireille, on peut le dire tout de suite, on va expliquer tout de suite le titre.
titre, hein, ce qu'est un frappe à bord, puisque la première page s'ouvre sur cette explication. Je vous laisse. Non? Parfait. Ben oui. Chez vous, un frappe à bord, je pense que c'est un thon. Mais j'ai eu plusieurs discussions avec quelques Français et vos thons sont un peu moins voraces que nos frappes à bord. Donc, c'est une mouche piqueuse qui va arracher une partie de la peau pour se reproduire. En fait, c'est seulement les femelles qui vont mordre leur proie. Voilà. Et alors, dans ce livre, qui est... alors, si vous avez des phobies, hein, les guêpes, les tans... Mais non, ça va les guérir, ça va les guérir. Les choses comme ça... non, mais en même temps, on n'arrive pas à le laisser poser, hein, ce livre. Ça fait vraiment très envie. Vous donnez la parole. Vous donnez même la parole à ce frappe à bord. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne nous aiment pas vraiment, les humains. Ils nous aiment pour ce que... Mais ça faisait longtemps que je voulais écrire sur la nature, donner la voix à la nature, en fait. Ouais. Je me suis vraiment immergée dans la nature, puis je me suis posé la question, quel sentiment elle doit ressentir envers nous? Et vous allez le voir, c'est la rage, en fait, la colère de malmener notre nature, de vouloir la contrôler, la posséder. Donc, j'ai donné la voix à cette femelle frappe à bord, donc qui parle dans le roman, c'est un de mes trois narrateurs. Donc, elle est en colère, cette frappe à bord. Voilà, alors on va en découvrir les autres personnages quand même de l'histoire. Ça se passe en 1942, c'est important de le préciser, sur Grosse-Île, dans le fleuve Saint-Laurent, où il y a des sous-marins allemands. Les gouvernements américains, britanniques et canadiens mettent en place un projet top secret. Et on voit au début des dizaines de scientifiques qui vont être réunis dans la plus grande discrétion. Ils n'ont absolument pas le droit de communiquer avec quiconque. Ils vont être réunis dans un endroit pour mettre au point une arme bactériologique nouvelle. Exactement. Puis c'est basé sur une histoire vraie. Oui. À la Grosse-Île, après l'immigration, il y a eu c'est l'île, en fait, où les immigrants qui arrivaient d'Europe étaient mis en quarantaine, si porteurs du choléra, du typhus. Donc, ils devaient faire une quarantaine de 14 jours, en fait, sur cette île-là. Puis, par après, l'île est devenue un laboratoire secret par les Britanniques, par les Américains, par le Canada aussi, dans lequel ils ont développé des armes bactériologiques. Donc, il y a eu assez d'anthrax produite sur la Grosse-Île pour tuer 30 fois la population mondiale. Donc, moi, quand j'ai appris cette information-là, j'ai commencé à faire des recherches. La majorité des personnes qui avaient travaillé pendant la Deuxième Guerre mondiale étaient décédées. Donc, je suis allée chercher des commentaires, des anecdotes des enfants et des petits-enfants qui avaient connu leur père ou leur mère qui avaient travaillé sur cette île, parce qu'il y avait des cuisinières, il y avait des femmes qui entretenaient les maisons, il y avait également des scientifiques. Donc, l'histoire est vraiment basée sur des événements réels. Par contre, là, je suis auteure, donc je me suis amusée un peu à changer l'histoire. J'ai inventé une espèce de mouche qui n'existe pas, une espèce de plante. J'ai brodé autour de ça. Mais voilà, c'est vraiment mon principal narrateur. Donc, c'est un entomologiste, un spécialiste. C'est Thomas? Exactement. Entomologiste, spécialiste des insectes, qui est amené à faire des recherches pour que les insectes soient des vecteurs de contamination, soit de virus, de bactéries ou de microbes. Donc, voilà, ça se passe comme ça. En fait, il faut trouver une sorte des véhicules pour ce poison que l'on qui peut devenir donc une arme bactériologique. Et donc Thomas, lui, il est chargé de récupérer toutes les espèces qui existent dans cette île pour voir ce qui serait les mieux adaptés pour commettre cet assassinat, en quelque sorte. Tout à fait. Puis je pense que l'intérêt du livre, quand j'ai commencé à l'écrire, c'était vraiment de relater le travail de ces gens qui souvent avaient peu d'éducation, qui ne savaient pas qu'ils travaillaient avec des virus, des bactéries. Puis ils étaient amenés dans le silence, en fait, le secret le plus total. Même les chercheurs n'avaient pas le droit de divulguer aucune information. Toutes les lettres qu'ils envoyaient à leur famille étaient trouées. Puis même, ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient sur cette île, qui est très proche, en fait, du continent. C'est environ 6, 7, 8 kilomètres des côtes. Donc, c'est c'est très contagieux, en fait, ces virus-là. Puis l'anthrax,
c'est vraiment un sport. Donc, vous en avez sûrement entendu parler. Là, quand on inhale de l'anthrax, on peut mourir. Donc, est-ce que des personnes sont mortes? Moi, mes recherches m'ont démontré que oui. L'histoire, il ne reste très peu d'informations. En fait, ce qui est intéressant dans mes recherches, c'est que toutes les archives, en fait, qui ont été écrites par l'armée ont malencontreusement été détruites lors d'un transfert. Hasard. Mais oui, Quel lors hasard. d'un transfert d'une bibliothèque. Donc, je trouvais tous ces éléments tellement intéressants que j'ai décidé d'en faire une partie de mon livre. En fait, au départ, je voulais vraiment écrire entièrement sur la Grosse-Île. Puis, quand j'ai commencé à faire mes entrevues avec des gens qui habitaient à l'île aux Grues, donc l'île d'où je suis née, je me suis fait attaquer par des frappes à bord cette fin de semaine-là. C'était le début juin. Il y avait 10-15 frappes à bord autour de moi. Ils s'acharnaient sur moi. C'était la canicule. Donc, vous allez comprendre, dans le livre, c'est une très grande canicule. Il y a des frappes à bord partout. C'est vraiment inspiré du début. Puis quand j'ai commencé à écrire le premier chapitre, c'était le frappe à bord, la femelle, qui m'attaquait. Puis c'est drôle parce que j'ai presque pas changé après ce premier chapitre. Je l'ai laissé presque tel quel. Puis après, je me suis dit, bon, comment je fais pour écrire une histoire sur Grosse-Île avec des frappes à bord? Quand même, c'est pas simple. Par contre, je me suis rendu compte tout de suite après mes recherches qu'une des principales causes de fuite dans le laboratoire, c'était les plateaux d'anthrax sur lesquels les mouches se posaient. Et les chercheurs étaient effrayés par l'idée qu'une spore puisse entrer dans leur peau par une blessure. Donc, tout de suite, en commençant à écrire le livre, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un lien entre ces bestioles et l'histoire, le laboratoire de guerre. Donc, voilà. Alors, il y a un autre personnage, c'est Théodore. Oui. Théodore, qui est ouvrier, qui travaille dans une usine de ressort, oui. qui vit dans un petit appartement envahi par quelques frappes à bord agressifs, qui prolifèrent aussi à cause de la chaleur caniculaire dont on parlait, et puis une moustiquaire un peu percée. Oui. Il vit seul, il a une attirance pour sa collègue Marguerite, et il a la charge de son grand-père, qui est dans une maison pour vieux. Nous sommes, quand on fait sa connaissance en juin 2024, et on va voir comment... On ne va pas raconter tout, parce qu'il faut absolument découvrir au fil de la lecture comment les choses vont se retrouver toutes finalement dans cet endroit, dans l'île aux Grues. Mais alors, quand vous donnez la parole, mais c'est incroyable, quand vous donnez la parole au frappe à bord, on y est, quoi. Vous êtes prêts ? Délicatement, je dépose ma bouche sur votre peau suave, telle une langue chaude, initiant juste assez de succion pour en goûter la saveur. Une pulsion indescriptible m'envahit, ma tête, mes yeux indépendants l'un de l'autre, ma vision panoramique, mes ailes triangulaires, mes pattes et mon thorax poilu, mon abdomen rayé jaune et noir. J'entrouvre ma bouche et perce votre tégument de mon stylet en forme de couteau. La plaie ainsi ouverte laisse échapper les fluides corporels. Je suce et avale avec délectation votre sang, fabuleuse proie. Chaud, sucré, précieux, vital. Il m'arrive parfois de détacher un morceau entier de votre chair que je digère oisivement des heures durant. Je ne pense pas être méchante, non, non. Je suis hématophage. Pour procréer, je me nourris du sang des grands mammifères. En horde, nous pouvons extraire jusqu'à 1 litre par jour de nos victimes. C'est vrai, ça? Toutes les informations. J'ai fait beaucoup de recherches sur les insectes, particulièrement sur le frappe à bord. Puis étonnamment, il y a peu d'études sur le frappe à bord, donc ça a été difficile, cette recherche. Beaucoup d'expérimentation, en fait. Donc voilà, je suis allée à l'île aux Grues et parce que sur mon île, il y a beaucoup de battures, donc des endroits où la mer se retire, il y a beaucoup de végétation, puis les frappes à bord se multiplient beaucoup dans un milieu humide et chaud. Donc, ces journées-là, au début juin, c'est vraiment l'éclosion des frappes à bord. Et c'est assez impressionnant. Donc, voilà. Voilà, eh ben, ça promet dans l'avenir. Ça de plus en plus humide et chaud. C'est incroyable. Et quand le frappe à bord raconte sa passion pour... parce que le frappe à bord peut devenir, on peut dire aussi amoureux en quelque sorte. Parce qu'il y a évidemment des peaux qui lui plaisent mieux, des fluides qui lui plaisent mieux. En fait, je voulais... c'est une frappe à bord qui est amoureuse. Une frappe à bord, en elle fait. est amoureuse. Mais je pense que c'était le reflet... je voulais parler un peu de notre amour envers la nature.
nature. Je me suis questionnée beaucoup si on l'aimait assez pour bien s'en occuper. Donc, c'est vraiment le reflet de ce non-amour de la nature envers des humains envers la nature. Donc, c'est un peu ça, dans le fond. Puis la colère qui arrive après, parce que vous allez voir, là, on a vu qu'elle était amoureuse dans cet extrait, mais elle devient très en colère par la suite. Donc, c'est cette absence d'amour que les humains ressentent envers la nature. Donc, je voulais vraiment mettre ça en lumière. Oui. Alors, les humains, ils aiment bien la nature, mais ils n'aiment peut-être pas trop les insectes qui piquent. Voilà, en tout cas, c'est un livre formidable. Ça s'appelle Frappe à bord. C'est paru chez La Peuplade. Et puis, il y a l'autre livre aussi qu'il faut lire. Juste un mot pour expliquer aussi que c'est une histoire encore avec un animal. Oui, enfin, donc le lièvre d'Amérique... c'est pas un insecte, donc c'est un animal. Cette fois, c'est une femme qui s'appelle Diane, qui est un peu accro au travail, qui recherche avoir plus de temps dans la vie pour exécuter tout ce qu'elle veut faire. Donc, elle décide de subir une opération chirurgicale, une modification génétique pour se faire intégrer un gène de lièvre dans son ADN. Et ça ne se passe pas comme prévu, bien évidemment. Plusieurs transformations, autant intérieures qu'extérieures, surviennent. Puis il y a aussi tout un rapport au vivant, à la nature, à cette frontière entre la proie et le prédateur, entre l'animal et l'humain. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup analyser. Alors, les gamins qui ont travaillé sur le livre hier, ils étaient fou, Mireille Gagné, Mireille Gagné. C'était très drôle. Alors, on va rester peut-être pour certaines choses dans un univers imaginaire aussi, avec les livres de Catherine Leroux, puisque il y a d'une autre manière intrusion de quelque chose de fantastique, presque science-fiction. On ne va pas avoir le temps d'en parler, mais l'avenir, c'est une uchronie, c'est Dallas, mais c'est pas le Dallas qu'on connaît. Détroit, évidemment, puisque c'est une ville qui est encore pire en quelque sorte que le Détroit qui s'est appauvri, qui était une ville industrielle qui a périclité, dans laquelle vous nous faites circuler, où la nature a aussi repris ses droits, qui est un livre assez dur, mais peut-être plus lumineux que ce résumé peut le faire paraître. Bon, ça, je vous invite à le lire, mais on ne va pas avoir le temps d'en parler. Et Madame Victoria et Peuple de Verre, on est aussi dans un univers qui n'est pas tout à fait le nôtre, une époque qui n'est peut-être pas tout à fait le nôtre. Mais on va commencer avec Madame Victoria, qui est un récit, on le voit sur la couverture, kaléidoscopique, où cette Madame Victoria prend quantité de visages différents, quantité de vies différentes. Ça commence par la découverte d'un crâne l'été 2001, puis de tout un squelette, celui d'une femme, dont on ne sait rien, qui est trouvé dans un petit bois à côté de l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Donc, du coup, on va finir par l'appeler Madame Victoria, cette femme inconnue. Et il y a un personnage qui va essayer, qui est celui qui a le premier dans les mains ce crâne, qui va essayer de reconstituer sa vie, et qui va imaginer... vous, autrice, qui va imaginer toutes les vies possibles de cette femme. Et là, vous essayez tout. C'est-à-dire qu'on est dans tous les genres possibles, y compris la science-fiction, d'ailleurs. Et je me demandais, pour commencer, comment... finalement, cette quête, c'est presque l'inverse de ce que vous faites, Hélène Dorion, qui est aussi finalement la reconstitution d'une vie, mais de manière très réaliste, en quelque sorte, et en tirant des fils toujours du même personnage. Là, vous faites l'inverse, vous lui donnez plein de visages différents, mais c'est aussi une quête un peu... vous ne savez pas trop où vous allez, vous ne savez pas trop qui est cette personne, et vous la réinventez à chaque fois d'une nouvelle manière. Alors j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi vous avez procédé de cette manière-là pour essayer de donner un visage, une voix à cette personne.
Bien, il faut savoir déjà que c'est une histoire vraie, ce que vous venez de raconter. Je le précise, il y a véritablement le squelette d'une femme qui a été découvert en 2001. Et moi, tout d'abord, c'est passé par un reportage qui avait été fait sur cette affaire, la grande inconnue là, de l'hôpital Royal Victoria. Et les enquêteurs ont fait vraiment des pieds et des mains pour parvenir à identifier cette femme. Ils ont fait des analyses à partir de sa chevelure parce que bon, il était resté des cheveux. Ils ont lancé des avis de recherche. Ils ont reconstitué une espèce de buste en 3 dimensions de cette femme avec une grande précision là, dans les traits, etc. Et malgré ça, moi, j'ai entendu cette histoire-là quelques années plus tard. Il y avait toujours pas de réponse. Et j'ai trouvé ça j'étais assez stupéfaite que dans une ville aussi peuplée, il faut savoir que l'hôpital Royal Victoria, c'est au centre-ville de Montréal, c'est à flanc du Mont-Royal. Malgré le fait que ça bouillonne de monde dans ce coin-là, qu'on est à côté d'un hôpital avec des archives très généreuses, on va dire, il n'y avait toujours aucune information. Donc, évidemment, je ne pouvais pas procéder comme Hélène, puisque moi, je n'avais rien à son sujet, outre que la date de sa mort, son âge approximatif une chose qu'on a su à partir de ses cheveux, c'est qu'elle était venue du Nord, qu'elle s'était déplacée beaucoup. Donc, elle avait vécu un mode de vie nomade. Oui, parce qu'on est capable, avec les cheveux même, de déterminer des époques, des années où telle personne a vécu à tel endroit. Oui, c'est inscrit dans... C'est grâce à l'eau qu'on boit. Moi, j'ai appris ça. Oui, l'eau qu'on boit, dépendamment du lieu où on est, a une composition différente en termes de minéraux et tout. Et c'est comme ça qu'on arrive à associer des lieux géographiques. Il faut évidemment faut avoir les cheveux de Mireille et pas nécessairement mes cheveux. Mes cheveux en diraient peut-être pas plus que sur les 6 derniers mois. Et donc, c'est de cette façon-là dont on est parvenu à obtenir un peu d'informations. Mais outre ça, rien. Elle portait des vêtements d'employés d'hôpital. Donc, les premières choses qui ont été faites, c'est de chercher est-ce qu'il y a un employé qui manquait à l'appel, qui aurait pu, je ne sais pas, être victime d'une attaque en sortant du travail. Il n'y avait pas d'employé qui manquait à l'appel. Donc, moi, je me suis dit, bien, je ne la connais pas, la réponse. Je ne sais pas qui a été cette personne-là. Et il y avait quelque chose pour moi qui aurait été de l'ordre de l'arrogance, de dire, eh bien, voilà, ça, c'est la réponse définitive sur qui était cette femme. Alors, je me suis dit, non, dans ce livre, chaque chapitre va être une hypothèse différente et je vais lui donner plusieurs vies, je vais explorer plusieurs possibilités parce qu'au final, il est question de cette femme-là, de celle qu'on a appelée Madame Victoria, mais pour moi, il était aussi question de toutes les femmes. Cette histoire-là, c'est une histoire d'effacement aussi. Comment est-ce qu'on a pu vivre jusqu'à, bon, visiblement 55 ans, 60 ans, et qu'il n'y a personne qui se souvienne de nous. Moi, je trouve ça aberrant. Donc, les informations, l'histoire la plus probable, c'est la première que j'ai écrite. Ce qui est le plus probable, c'est que cette femme-là était une itinérante, une SDF, comme vous dites en France, qu'on lui a... Ce que les infirmières de l'hôpital disaient, c'est que souvent, on donne des vêtements d'employés d'hôpital à ceux dont les vêtements ont été trop détériorés, puis on veut qu'ils aient quelque chose à se mettre sur le dos quand ils ont leur congé de l'hôpital. Alors, j'ai commencé par les hypothèses les plus réalistes. Et petit à petit, je me suis affranchie des époques, des informations factuelles dont on disposait. Et petit à petit, je me suis même affranchie du réalisme pour entrer, comme vous dites, dans... Bon, il y a une histoire qui est un peu à l'eau de rose, il y a une histoire qui est plus historique, science-fictionnelle, fantastique, etc. C'est bien parce que d'une personne invisible, vous allez faire une personne qui a plein de vies, en fait. Mais ce qui est drôle en plus, c'est qu'ils lui ont donné le nom Victoria. Est-ce qu'il y a un nom de femme en Occident qui porte plus de gloire et de notoriété? Je veux dire, on a appelé une époque entière l'époque victorienne. Il y a un style architectural, il y a des ponts, il y a des villes, il y a des chutes. Oui, et puis Victoria, c'est la victoire. Alors c'est que des histoires d'échecs finalement. En tout cas, il y a cette disparition fait que
à un moment, il se passe quelque chose qui vient en travers de sa route et qui transforme cette victoire. Et vous lui redonnez ce nom de victoire à la fin. Chaque chapitre est nommé Victoria harassée, Victoria, enfin voilà, j'ai plus tous les titres, Victoria en filigrane. Et puis le dernier, c'est juste Victoria. Donc, elle a juste son nom. Voilà. Et il y a un chapitre qui n'est pas titré et qui donne un autre regard sur tout ça et qui renverse un petit peu les choses. Parce qu'il y a le personnage dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est Germain Léon qui est le légiste qui a le premier ce crâne entre les mains. Et il rencontre d'autres personnages et puis à un moment, il se rend compte qu'il y a des travaux qui sont faits sur exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a quantité de femmes qui ont disparu, dont on sait tout, dont on connaît l'histoire, dont on connaît l'ADN, dont on connaît le physique, dont on connaît le moindre détail de dentition, par exemple, des choses comme ça, dont on ne retrouve pas les corps. Exactement. Et là, d'un seul coup, ça donne une force à ce livre aussi, une disparition inverse en quelque sorte, mais que vous mettez en avant. Oui, c'est une affreuse réalité au Canada. Il y a maintenant un acronyme pour en parler. Elle est grave à ce point. C'est les femmes autochtones assassinées et disparues. Donc, il y a un nombre disproportionné de femmes autochtones qui sont victimes de violences, d'enlèvements, de meurtres, de kidnapping, de toutes les horreurs qu'on peut imaginer. C'est quelque chose qui n'est toujours pas endigué et dont on a commencé à parler énormément dans les années qui ont précédé le début de l'écriture de ce livre-là. Donc, même si ce n'est pas du tout la même histoire, on dirait que je n'arrivais pas à ne pas voir un lien. Et le mot que j'ai fini par trouver, ou l'expression que j'ai fini par trouver dans ce livre, c'est il y a une forme de violence oblique dans l'histoire de Madame Victoria. On n'a pas de preuve qu'elle a été assassinée elle-même, mais c'est cette espèce de continuel effacement, de continuel écrasement des femmes qui nous hante comme société, je pense, que j'ai voulu explorer, puis essayer de démêler dans ce livre-là. Alors, l'autre livre, on reste peu de temps hein, sur les livres, Peuple de verre. Donc là, c'est vraiment le dernier que vous ayez écrit. Oui, alors il a été, je précise, on a eu de la chance puisque il est paru chez Alto. Oui. Et il n'est pas encore édité en France. Pas encore. Mais il y a la possibilité de le trouver quand même sur le salon du livre. Juste ici, juste à Saint-Malo, pour le week-end. C'est quand même, faut en profiter. C'est une aubaine. C'est une aubaine. Alors là, autre invention, vous venez de parler d'une formule, voilà, d'une violence oblique. Là, il y a une autre invention d'un mot. Enfin, pour moi, c'est une invention, mais peut-être que ça l'est pas. C'est les inlogés. Dans un futur proche, on imagine, les gens ont de plus en plus de mal à se loger et qu'il y a tout un système de mise en place pour accueillir toutes ces personnes qui sont inlogées. Et vous parlez d'une femme en particulier, c'est encore le récit d'une femme, et cette fois-ci, là, on suit tout son parcours au quotidien, sa manière de vivre, sa manière de nourrir des relations avec les autres, et puis sa manière de raconter elle-même sa vie, puisque la seule obligation qu'on fait à ces gens-là, qui sont inlogés, mais qu'on recueille, c'est de raconter par écrit leur vie. Et elle était journaliste auparavant, mais à un moment, elle se refuse à ça, et elle y reviendra avec difficulté. Oui, donc les inlogés, d'abord, pour parler de ce terme-là, bon, c'est pas l'invention d'un concept des inlogés, c'est encore une fois des SDF. Je me rends compte qu'il y a un lien entre les deux, puis il se trouve que dans ma vingtaine, j'ai travaillé plusieurs années comme bénévole, puis ensuite comme employée dans un centre qui accueillait les personnes sans abri, et ça m'a visiblement beaucoup marqué. Par ailleurs, je ne sais pas, levez la main si vous avez vu une personne SDF dans les 3 derniers jours. Je suis persuadée que c'est le cas de la plupart du monde. Je vois qu'en France, le problème est aussi criant qu'au Québec. Au Québec, il y a une espèce d'augmentation exponentielle là, depuis, on va dire, 2020. Ça devient un problème de plus en plus grave. Et le mot... Donc,
je ne sais pas pour vous, nous, notre gouvernement a tendance à aller chercher des mots plus doux des fois pour décrire, pour gommer des réalités. Et ce mot-là existe déjà, il est déjà utilisé depuis plusieurs années aux États-Unis, qui eux aussi aiment beaucoup les euphémismes, unhoused, donc inlogé. Ce n'est pas un sans-abri, ce n'est pas une personne à la rue, c'est une personne qui a cette petite carence de cette chose qu'on appelle une habitation. Et rien. Pardon? 3 fois rien. C'est pas grand-chose. Ça se règle en un week-end. Donc, on est un peu dans la spéculation, dans l'anticipation. On est dans un Montréal, mais pas très loin devant, selon moi, où le problème a pris une telle ampleur que notre bon gouvernement québécois a décidé de remettre au goût du jour un concept qui a été une réalité dans la vraie vie pendant plusieurs siècles en Angleterre, qui s'appelle les workhouses, donc des asiles, des lieux d'habitation et parfois de travail, parfois forcés, parfois non rémunérés, pour les personnes, les vagabonds, les personnes qui avaient nulle part où aller, les femmes qui avaient des enfants hors du mariage, les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, etc., etc., etc. Évidemment, ce n'est pas présenté comme un lieu d'incarcération, c'est un lieu de réinsertion, on fait du travail productif, on a accès à de la thérapie avec des travailleurs sociaux, c'est idyllique. Et mon personnage principal, Sidonie, d'abord mène l'enquête de l'extérieur, parce qu'au début, ce n'est pas vraiment avoué, sauf qu'il y a des sans-abri qui disparaissent des camps où ils habitent, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils se retrouvent. Et finalement, ben, elle va comprendre qu'est-ce qui se passe en s'y retrouvant elle-même dans une de ces... Ça s'appelle des happy, habitations, ateliers pour personnes logées, parce qu'on est content de s'y retrouver. On voit bien l'ironie de la chose. Et elle va découvrir que ce n'est pas aussi rose et réinsertionnel qu'annoncé. Ouais, voilà. Alors là, ça fait le lien avec le livre de Michel Jean. Oui, il faut continuer à lire le livre, hein, évidemment. Oui. Et puis juste une petite citation, parce que c'est une phrase sur une page. L'écriture est une prophétie autoréalisatrice. Oui. C'est pas mal, ça. Mais c'est ce qui va arriver avec Sidonie. Bon, il faut savoir aussi que c'est pas qu'un livre sur l'itinérance et sur les questions d'institution totale qui m'ont énormément intéressée. J'ai lu Foucault comme une démente pendant l'année avant de commencer à écrire. C'est aussi un livre sur la vérité et le mensonge, sur ce que les mensonges qu'on cultive dans nos vies, les mensonges qu'on se raconte à soi-même, ceux que l'État nous raconte, les fausses nouvelles. Je ne sais pas si vous ressentez comme moi depuis quelques années, on dirait que c'est de plus en plus difficile d'arriver à s'accrocher à quelque chose d'absolument vrai ou qu'on ressent comme absolument vrai. Et ce qui arrive à Sidonie, c'est que, bon, parfois, elle tord un peu la vérité, mais les choses finissent, certaines des choses sur lesquelles elle écrit finissent par se réaliser. Et il y a même un passage où moi, je me suis prêtée au jeu comme autrice, je me suis mise en scène et, bon, là, je veux pas trop en raconter, mais il y a des choses que j'ai écrites qui ont fini par m'arriver. Donc, je me suis mis à avoir peur à un moment donné dans l'écriture de ce roman-là. Je me suis demandé jusqu'où je devais aller. Merci de ce futur annoncé. Donc... Désolée. Eh bien, on ne va pas quitter le monde des SDF avec le nouveau livre de Michel Jean, qui s'intitule donc, en fait, Montréal voilà, mais qui se dit Joe Jaigé en Innu. Qui est paru au Seuil en septembre dernier. Et c'est un livre, Michel, qui raconte l'histoire de Élie Mesté-Napéo, un jeune Innu de la côte nord au Québec, Natashquan, qui a tué son père alcoolique et violent dans une crise de rage. Il a fait 10 ans de prison. Et à sa sortie, il est terriblement seul, parce que quand on commet quelque chose de cette nature, on est banni à vie de la communauté. Or, c'était quelqu'un qui avait toujours vécu à l'intérieur de cette communauté et qui va se retrouver... Ouais, moi, je suis autochtone, donc on n'est pas obligé de faire d'écrire de la science-fiction, de l'anticipation pour parler de la réalité des gens dans la rue, parce que c'est la réalité de beaucoup de gens qui sont issus des 10 nations, des Premières Nations et des Inuits.
Et les Anishinaabe, son histoire est celle de beaucoup de gens que vous croisez dans les rues de Montréal. D'abord, Montréal est une ville où 2 % de la population est autochtone. 13 % des gens qui vivent dans la rue, des SDF, sont des Autochtones. Dans une province, il n'y a pas que le Québec, une province comme la Saskatchewan, dont on parlait tantôt, il y a plus d'Autochtones. 25 % de la population, mais 50 % des personnes qui sont emprisonnées sont des Autochtones. 60 % des femmes qui vivent en prison sont des femmes autochtones. Donc, cette réalité, c'est la réalité du Québec et du Canada. Et Élie Meshenapeo est quelqu'un qui ressemble à beaucoup de gens que je connais. C'est-à-dire qu'il a eu une jeunesse très prometteuse parce qu'il était très talentueux au sport, à l'école et tout. Mais dans les communautés autochtones ou après les pensionnats, il y a toutes sortes de problèmes sociaux qui persistent encore aujourd'hui. On peut dire un mot des pensionnats, peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas En fait, les pensionnats autochtones, c'est des établissements qui ont été créés. Le dernier a fermé ses portes en 1990 au Québec et en 1996 en Saskatchewan. Et quand on dit pensionnat, souvent les gens pensent que ce sont des écoles où on allait donc éduquer les Autochtones, mais en réalité, ils apprenaient à peu près rien. Ils étaient arrachés de force à leur famille. J'ai des gens dans ma famille qui l'ont vécu. Arrachés de force à leur famille, amenés très loin de chez eux. Par exemple, à Mashtoyat, chez nous, dans ma communauté, on les amenait à 1000 km. On emmenait les enfants de force de 5 ans à 15 ans. Quand ils avaient peur d'abord dans des avions où ils étaient assis par terre, comme du bétail. Et quand on les débarquait de l'avion, on les comptait pour s'assurer que tout le monde était là. Et si vous étiez la 22e personne à descendre, votre nom pour l'année, c'était 22 ou 33. Personne n'avait un nom. Le nom de chaque enfant, c'était un numéro. On leur coupait les cheveux, on les lavait et on leur interdisait de parler leur langue, sous peine de punition. Une des punitions très répandues, les gens connaissent ici, ça n'existe plus, mais longtemps, la punition d'envoyer un enfant à genoux dans le coin. Mais on faisait ça aussi dans les pensionnats autochtones, mais on l'avait quand même amélioré. C'est-à-dire qu'on mettait une lame de rasoir sur la langue de l'enfant pour lui apprendre à tenir sa langue. La cousine de ma mère m'a raconté avoir été enfermée dans le sous-sol. C'est en terre, sous un gros bâtiment qui craque. On est dans le nord, c'est l'océan Arctique, et il fait froid, ils ne sont pas habillés pendant la nuit au complet parce qu'elle continuait à parler sa langue. Donc, ces établissements qui visaient, et c'est écrit dans la loi canadienne, à tuer l'enfant dans l'Indien. D'ailleurs, le Canada est un pays magnifique. À tuer l'Indien dans l'enfant. Oui, excusez-moi. Ils ont réussi à partir avec moi. Le Canada et le Québec, ce sont des pays magnifiques, d'ailleurs. Quand l'Afrique du Sud a voulu créer l'apartheid, ils sont venus s'inspirer de la loi sur les Indiens. Et c'est à partir de ça qu'on a créé l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc, ces établissements ont brisé les enfants parce que l'objectif, c'était écrit dans la loi, tuer l'Indien dans l'enfant. Donc, ce qu'on voulait, c'était les acculturer. Et donc, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est les bousiller, en réalité. Et même si le dernier pensionnat a fermé en 1996, ça a duré pendant des générations. Ça a créé des problèmes sociaux, criminalité, violence, agression et tout ça. Une fois que ça, c'est parti, c'est comme un train. C'est pas parce que vous appuyez sur le bouton frein que ça arrête tout de suite. Ça prend du temps. Et on vit avec les blessures que nous, on appelle les blessures intergénérationnelles. Et ça va prendre 7 générations, disent les anciennes, pour en sortir. On est rendu à 3 ou 4 déjà de fait. Et il est un enfant, lui, d'anciens pensionnaires. Et donc, la vie sur la réserve, ça déraille parce qu'il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de motivation. Et éventuellement, au lieu d'être un élève talentueux, comme il l'aurait été s'il avait grandi dans une ville comme Rosemère ou Sorel, où moi j'ai grandi, ben, il s'est retrouvé à rien faire, à boire, à faire la fête avec ses copains. Et quand il y a cette crise de rage avec son père qui battait sa mère, il se retrouve en prison. Et quand il sort de la prison... 10 ans de prison. Exactement. Quand il sort de prison, les Autochtones, on n'enlève pas la liberté aux gens. C'est contre notre principe. Mais on les expulse. On ne les enferme pas. Non, on les enferme pas. Mais on les repousse, on les rejette. Exactement. C'est plus dur, en fait. Parce qu'en prison, vous êtes en prison. Mais quand vous avez vécu toute votre vie en communauté, nous, on ne dit pas une réserve quand on parle d'une communauté. Ce n'est pas un village non plus, c'est une communauté. Vous vous retrouvez expulsé de cette communauté-là, vous êtes encore plus seul. Et il se retrouve à Montréal. Et qui va l'accueillir à Montréal? Ben, ce sont d'autres Autochtones qui sont dans la même situation que lui. Et il va faire la connaissance de jumelles qui vont le prendre un peu qui vont le prendre en amitié. Et quand même, alors ce que vous racontez de terrible sur la situation, qui est une vraie situation des autochtones dans la grande ville, là vous racontez aussi, et ça c'est magnifique, cet élan de solidarité, une sorte de communauté qui se reconstruit finalement à différents endroits de la ville. Et elle existe. La plupart des gens ne la voient pas. On voit que des Autochtones qui sont là.
mais moi, je la vois. Et j'ai plein d'amis à moi qui travaillent comme bénévoles dans des organismes autochtones. J'ai été témoin de tellement de choses. Un jour, beaucoup d'entre eux se tiennent à un endroit qui s'appelle le Square Cabot. C'est ironique parce que c'est un square à l'honneur de l'explorateur Giancarlo Caboto. Ça a été payé par l'Association des Italiens de Montréal. Donc, il n'est pas parti de Saint-Malo, celui-là, par contre. Mais c'est quelqu'un qui est venu d'Europe pour explorer. Et les Autochtones vivent à ses pieds, quand même. Et donc, au Square Cabot, un jour, j'étais là et je regardais les gens. Et c'est beaucoup des Autochtones de toutes sortes de nations. Et à un moment donné, il arrive une vanne il y avait 3 femmes, des Mohawks, qui venaient de la communauté de Ganawagi, qui est de l'autre côté du fleuve. Et elles apportent des grosses boîtes en plastique avec de la nourriture. Et là, tous les itinérants se dirigent vers elles, les aident dans la fraternité. On prend les boîtes, on les amène dans le parc. On ouvre ça, il y avait de la nourriture que les cocums. Les grands-mères avaient fait. Oui. Exactement. Et c'était vraiment bon. Ils avaient fait des trucs. Puis il y avait de la viande de bois aussi qu'ils avaient préparée. Et donc, les itinérants ont tous mangé ensemble dans le parc, cette nourriture-là. Personne ne parlait outre, bon, tu sais. Et quand c'était fini, tout le monde a aidé les dames à ramasser. Ils ont mis ça dans la vanne. Et les dames sont parties chez elles et les gens ont continué leur vie. Donc, ces femmes-là font les repas pour les itinérants, mais on ne le voit pas aux nouvelles, on n'en parle pas. Il n'y a pas d'association qui les subventionne. C'est un geste communautaire. Autre exemple, je suis encore au Square Cabot et il y a un type qui est là, il vient de Pessamit, qui est une communauté sur la côte nord du Québec, peut-être à 8 heures d'auto de Montréal. Et soudainement, il arrive encore une fois une vanne. Et ce sont les gens qui arrivent de sa communauté. C'est l'automne. Donc, les gens lui apportent des vêtements pour l'hiver. Habits de neige, bottes, mitaines, chapeau de bonnet et tout. Ils viennent le préparer pour l'hiver. Il vit dans la rue. Ils sont à 8 heures de voiture. Donc, ils viennent. Ils le voient. Ils se saluent. Ils donnent tous les vêtements. Lui arrive. Ensuite, ils repartent. 8 heures de voiture pour retourner chez eux. Ils prennent soin des leurs, même à distance. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort et qui est invisible, sauf pour ceux qui voient. Ouais. Donc, qui ont inspiré cette histoire que vous racontez, où il y a des personnages formidables que l'on découvre. Il y a donc ces 2 sœurs qui vont, Mary et Tracy, qui vont s'occuper un peu d'Ellie, mais il y a aussi celui qui a une roulotte, justement, et qui donne à manger. Donc, vous parliez de ce square. Et puis, petit à petit, on va découvrir la vie un petit peu de tous ces gens. Et puis, il y a Lisbeth, la fille de Mary, qui a été placée dans une famille d'accueil, parce que, voilà, il y a aussi, vous parlez de l'inceste, pourquoi ces 2 femmes ont quitté leur communauté? C'est pour une autre raison que celle d'Ellie, vous la découvrirez dans le livre. Il y a Geronimo qui va devenir son ami, mais qui va bientôt repartir dans son territoire. Il y a le froid, il y a la mort, il y a la mafia, il y a les femmes qui disparaissent, voilà, dont on retrouve peut-être. Et puis les chagrins des uns et des autres. Dans ce livre, ce qui est vraiment très touchant, c'est de voir comment, grâce à toute cette solidarité qui se crée, bon, il y a des choses terribles aussi, hein, dans des descriptions terribles, des moments de douleur, puis il y a l'alcool. L'alcool est très présent. Voilà. Bon, on va pas raconter tout ce qui va leur arriver, parce qu'il faut que vous le découvriez là-dedans, mais c'est vraiment un livre extrêmement touchant, et où on apprend énormément de choses sur, justement, la vie de ces peuples autochtones. Et dans le roman, j'ai quand même tenu à mettre de la lumière, parce que la réalité des Autochtones qui vivent dans la rue, c'est quand même dur. Et j'ai beaucoup d'amis autochtones qui m'ont dit que c'est ce qu'ils ont préféré dans le livre, parce que nos histoires, elles sont souvent dures. Moi, j'ai écrit sur les pensionnats, j'ai écrit sur toutes sortes de situations qui sont difficiles. Mais nos histoires ne se terminent pas toujours mal. Et la solidarité, la générosité, tout ça, ça existe. Et il y a des personnes qui arrivent à s'en sortir, à se reconstruire. Et très souvent, ensuite, ils vont se consacrer à aider les autres. Et donc, le mode de vie communautaire basé sur la collectivité, même si on est brisé, même si nos communautés ont été dépouillées
et de leur culture, et de leur mode de vie, et de leur territoire. Même si on a vécu la fin du monde, parce que c'est ce qu'on a vécu la fin du monde dans lequel on avait toujours vécu pour être forcé de vivre dans un monde qu'on n'a pas choisi. Malgré tout ça, il y a quand même de la lumière et l'espoir. Et pour moi, c'était important qu'il y en ait un peu. Bon, c'est pas un livre Jojo non plus. Mais mais dans tous vos livres, je crois, Michel. Enfin, moi, je les connaissais pas tous, mais il y a de la tendresse partout. Moi, je suis quelqu'un qui crie avec une voix douce, c'est pour ça. Oui, vous criez avec une voix douce. Ah, c'est joli. Mais c'est vrai qu'on prend conscience quand même de la difficulté de la vie de ces personnes. Et on peut dire un mot de Coucoum quand même, qui est paru en point, en plus, que vous pouvez trouver aussi, bien sûr, sur le Salon du Livre, et qui raconte l'histoire d'Almanda. L'Almanda, c'est votre arrière-grand-mère, qui, à 15 ans, va tomber amoureuse de Thomas, qui est un jeune Inou de l'immense lac Pequakami. Elle est orpheline québécoise d'origine irlandaise. Parlez-nous un peu de cette c'est l'histoire que ma mère m'a toujours racontée, que mon arrière-grand-mère, donc orpheline irlandaise, arrivée justement à Grosse-Île, et élevée par des parents. Et elle a 15 ans. C'est quoi la vie qui s'offre? C'est beaucoup, au Québec, on est dans une société où on a beaucoup vénéré les colons qui ont arraché la terre à la forêt, etc., les bûcherons qui ont donné des emplois aux gens, etc. Et le personnage du draveur est mythique. Il y a eu des Menot, maître draveur, puis on a grandi avec ces histoires-là. Mais dans la réalité, c'était quoi la vie de quelqu'un qui vivait sur un lopin de terre au lac Saint-Jean à l'époque d'Almanda, fin du 19e siècle? C'est un petit bout de terre rocailleux qui suffit à peine à nourrir les gens. C'est une vie où une femme va faire 15 enfants. Et c'est une vie où l'homme va travailler. Ils ont une journée de repos, c'est le dimanche, pour aller à la messe. Et elle était prise de liberté. Elle voit le monde autrement, puis elle ne veut pas cette vie-là. Et elle rencontre cet homme-là, ça c'est arrivé pour vrai, elle garde les vaches, puis elle rencontre cet homme-là qui passe en canot, puis il est beau. Puis il est libre, il se promène en canot, puis il s'en va, puis elle se demande c'est quoi. Et il lui apporte de la nourriture, il lui apporte des outardes, niches. Il lui donne de l'outarde. Elle n'a jamais mangé d'outarde de sa vie. Elle disait, est-ce que ça goûte comme le poulet? Elle dit, je ne sais pas, je n'ai jamais mangé de poulet, moi. Et donc, il mange mieux qu'eux mangent. Et ils vont tomber amoureux, puis elle va décider non seulement de le marier, mais d'adopter son mode de vie. Et donc, de partir vivre en forêt. Et à ma connaissance, c'est la seule femme que moi, je connais qui a fait ça. Il y a beaucoup des Davy Crockett, des coureurs des bois, comme on appelait. Mais les femmes qui l'ont fait, je ne connais personne d'autre que mon arrière-grand-mère. Et dans le livre, en fait, à travers elle, qui découvre le mode de vie, la langue et tout ça, on découvre aussi, les lecteurs découvrent aussi. Et l'objectif pour moi était de montrer que ce n'est pas un mode de vie primitif, comme j'ai souvent entendu. C'est simplement basé sur une philosophie de vie qui est différente de celle des sociétés occidentales, qui a aussi sa valeur, avec des valeurs qui sont différentes de celles de nos valeurs, mais où les gens vivaient, c'est pas parfait, il y avait des famines, il y avait des difficultés, il y avait des hommes et des femmes, mais je voulais simplement que les gens découvrent. Une fois qu'on a découvert ça, on découvre comment ça prend fin et c'est quoi les conséquences. C'est une femme une jeune fille, donc on le découvre à 15 ans, qui va devenir une femme très, très forte. Et Coucoum doit beaucoup à la France, je dois le dire, parce que c'est un livre qui, quand il est paru au Québec, personne n'en a parlé. Il a été retenu pour aucun prix littéraire, même pas le prix du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où le premier critère est d'être un auteur originaire de la région. Il y en avait 4 cette année-là, j'ai failli être finaliste. Mais il a gagné le prix France-Québec et 6 prix littéraires en France. Et c'est ce qu'après ça a amené les Québécois à le découvrir. Alors, je vous dis merci, tant qu'à être là. Chers étonnants voyageurs. Et on précise quand même que cette Almanda, vous l'avez connue. Oui, elle est morte quand j'avais 17 ans. Ouais. Hier, avec les jeunes, il y a quelqu'un qui avait, dans les travaux que les jeunes faisaient sur nos livres, le titre, c'était « Une sacrée mamie ». Et, oui, c'est vrai. J'ai dit très juste aussi, parce que c'était... quand on a fait le lancement du livre, j'avais fait ça au musée de Mashtouiat, et la directrice du musée est venue me voir et m'a dit, « Monsieur Jean, elle me prend part, je vous remercie d'avoir écrit un livre sur un personnage important dans notre communauté, parce que tous ceux qui l'ont connu, le chef qui était là, Clifford Moore, m'a dit, « Michel, c'est ta grand-mère qui m'a accouché, je ne savais même pas qu'elle aidait à accoucher. » Et elle se mêlait de politique, elle puis Mme Connor, tous les dimanches, elle puis Mme O'Connor, ils réglaient les problèmes de la communauté et les politiciens devraient écouter ce qu'elle avait dit. Et c'est une personne qui a aussi milité pour la préservation du savoir ancestral, parce qu'à partir du moment où on n'a plus pu vivre le mode de vie, il y a plein de choses qu'elle laisse perdre. Elle a forcé sa famille
à faire de l'artisanat, même si tout le monde n'était pas d'accord. C'était vraiment une femme exceptionnelle. Et moi, j'ai le souvenir d'une personne d'une extrême gentillesse, avec un sourire comme ça quand elle nous voyait, quand on était petits. Et moi, elle est morte quand j'avais 17 ans, enterrée le jour de mon bal définissant. C'est toujours le sens du spectacle, on va le dire quand même. Et c'est une personne qui... Moi, je dis souvent, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je fais #AlmandaVeille. Mais je pense qu'Almanda veille pour vrai quand même. Elle doit rigoler d'ailleurs en ce moment. Bonjour Almanda. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Merci. C'est pas fait voir. Et allez découvrir tous ces beaux livres, forts livres, Cœur comme livre d'amour et Pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion chez Bruno Doucet et en folio. Frappe à bord, qui est écrit par Mireille Gagné et qui est paru dans l'édition La Peuplade. Voilà, je ne l'avais pas montré tout à l'heure, il faut le voir aussi. De Catherine Leroux, Peuple de verre aux éditions Alto et Madame Victoria aux éditions Asphalte. Et puis aussi L'Avenir. Et puis de Michel Jean, donc Coucoum, dont on a parlé tout à l'heure. Je pense qu'on l'a déjà eu à l'image. Et puis cette très belle couverture aussi, c'est joli, hein, j'aime beaucoup. C'est très très beau. De Michel Jean, donc paru aux éditions du Seuil. Voilà, Montréal en français. Merci vraiment à tous les quatre. Merci à vous tous d'avoir suivi ces premiers cafés littéraires.